chers élèves, bonjour. Heureux de vous retrouver après ces vacances. Bon, en réalité, j'enregistre pendant les vacances ce cours. Mais l'objectif, c'est d'être plus à jour sur les prochains cours qui viennent. Où on en est on en est qu'on voit un petit peu plus clair, ou pas clair. Allez savoir, allez comprendre. On doit en théorie reprendre le 11 mai. Enfin ça c'est la théorie. Parce que dans la pratique, vous devriez reprendre la semaine du 18 mai, mais pas en classe entière, parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Voilà. Donc je sais pas comment ça va se passer. Et je sais pas si on va se retrouver vraiment le 18 mai. Étant donné que pour beaucoup d'entre vous, les données du contrôle continu sont déjà comprises, que les élèves qui ne viendraient pas ne peuvent aucunement être sanctionnés. Mes enfants ne seront pas encore toute la journée, donc qui les garde pendant que je dois être au lycée? Voilà, j'ai pas la réponse. Il aurait peut-être été plus simple d'organiser une rentrée en septembre, peut-être. Mais c'est pas moi qui prends les décisions. Nous, en tant qu'enseignants, autant vous dire qu'on est un petit peu sur la réserve. Pourquoi? Parce que les études qui ont été menées dans l'Oise montrent que le virus, évidemment, il se transmet par les enfants vers les familles. Donc on est un petit peu sceptique parce qu'on a des proches qui ont parfois plus de 60 ans aussi. Puis il y a des collègues qui ont plus de 60 ans aussi. Donc voilà, donc on est toujours un petit peu dans le flou. On y verra plus clair d'ici le 11 mai. Donc en fait, ça se trouve au moment où vous serez en train d'entendre cet enregistrement, vous aurez les réponses qu'on est en train encore de se poser aujourd'hui. Donc bref, j'ai déjà passé 2 minutes à parler pour rien. L'important, c'est la suite. La suite, eh bien, elle passe par l'attaque de la 3e partie de notre chapitre, de notre dernière partie de géographie, et donc la 3e question, si on veut reprendre l'intitulé exact du programme à noter, donc c'est la partie 3. Donc, partie 3, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et de l'Est, les enjeux de la croissance. Voilà, c'est ça l'intitulé du programme. On va y arriver. On va attaquer par le grand A. Grand A, Mumbai, modernité, inégalité. Donc en fait, on se lance ici dans une étude de cas, vous l'avez compris. Une étude de cas sur une grande métropole internationale. Et notre problématique, on se demande en quoi Mumbai constitue-t-elle un miroir du dynamisme et des défis de l'Inde et de l'Asie. Bref, vous le voyez, l'objectif ici de cette étude de cas, c'est de se plonger dans les spécificités, ou certaines des spécificités, certains des aspects propres à l'Asie, au travers d'un exemple singulier et particulier en Inde. Bon, alors, quelques informations factuelles à noter dans notre introduction. Mumbai, c'est plus de 13 millions d'habitants dans la municipalité. Si on s'intéresse à la métropole, on est à plus de 20 millions d'habitants. Parce que la métropole, c'est plus que la municipalité. Vous vous rappelez votre cours de première sur les aires urbaines. Évreux, c'est plus que la municipalité d'Évreux. C'est un groupement de... il y a d'autres communes à prendre en considération. Alors là, on est en Inde, donc il n'y a pas de commune, c'est une autre appellation. Mais donc, on a une métropole de plus de 20 millions d'habitants, ce qui en fait, l'air de rien, la 4e mégalopole mondiale. Et cette région métropolitaine, l'espace métropolitain de Mumbai, il s'étale sur plus de 60 km. Et cette métropole, qui est une mégapole, elle pose de nombreux défis. Et donc on va essayer d'éclairer tout cela. Première partie, petit 1. Une métropole émergente qui est intégrée dans la mondialisation.
Pour accompagner ce cours, il y a des vidéos, il y a... alors je vais essayer de vous mettre les liens de la vidéo dans le cahier de texte. On a des diapositives qui sont évidemment dans le cahier de texte, et puis il y a le manuel. Le problème que j'ai déjà évoqué, c'est que moi j'ai pas le manuel. Je l'avais quand j'ai préparé les cours, et là j'ai un autre, enfin, avec les nouveaux programmes pour vous raconter ma vie, 3615 code ma vie, et bien avec les nouveaux programmes, j'ai été obligé, enfin j'ai pas été obligé, mais j'ai fait du ménage dans mon bureau, et donc j'ai gardé un manuel en croyant que c'était le bon, mais c'est pas le même. En fait, j'ai gardé la version LES de chez Hatier, alors que ou alors c'est pas la même date d'édition, bref. Et j'ai bien des documents sur Mumbai, mais ils sont pas au même numéro de page, donc voilà, bref. Du coup, on tourne un petit peu ici dans le vide. Premier point. Mumbai, vitrine de l'Inde. Pour travailler à partir du livre, donc je vous invite à consulter plusieurs documents pour parler de Mumbai, vitrine de l'Inde, et à les étudier. On s'intéresse ici au document 4 de la page 303, 7 de la page 304 et 6 de la page 304. Mumbai, vitrine de l'Inde. Mumbai, c'est la capitale économique et culturelle de l'Inde. C'est le moteur, d'une certaine façon, de l'émergence indienne. L'Inde est un pays émergent, et le moteur de cette émergence, on peut le placer à Mumbai. Pourquoi ? Parce qu'on y retrouve d'abord les sièges des grandes firmes transnationales indiennes, notamment Tata, T-A-T-A, facile à retenir, qui font de Mumbai un centre décisionnel majeur. Qu'est-ce qu'on retrouve encore à Mumbai ? Eh bien, des grandes bourses indiennes. La BSE de Bombay, le Bombay Stock Exchange, qui est sur la Dalal Street. C'est la plus vieille bourse d'Asie. Elle a été créée en 1875. À Mumbai, on retrouve aussi la NSE, le National Stock Exchange of India. Et il y a même une troisième bourse, il y a même l'OTCEI, qui référence tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Donc on est sur un centre économique important. Il faut aussi prendre en considération que le quart de la production industrielle indienne, il est lié à la mégapole. Et le poids de la tertiarisation, il y est lui aussi conséquent. C'est même le plus important. Et enfin, quand on parle de Mumbai en tant que vitrine de l'Inde, il y a une chose à ne pas oublier du tout, et qui est importante. C'est que Mumbai, c'est un pôle cinématographique. C'est Bollywood. C'est aussi Film City. C'est-à-dire qu'à Mumbai, on produit énormément de films, on produit des contenus télévisuels qui sont innovants, qui sont attractifs et qui dépassent de plus en plus les frontières de l'Inde. Même si, je suis d'accord avec vous, un film indien où les gens se mettent à danser après manger, à danser après avoir fait l'amour, à danser après avoir eu leur examen, enfin ça fait toujours rire. Moi, je suis peut-être pas tout le monde, ça a tendance à me faire rire et parfois à me dire sinon entre temps est-ce qu'on peut développer l'histoire plutôt que chanter et danser, mais c'est peut-être parce que je suis pas un chanteur et un danseur dans l'âme. Ceci dit, il y a quand même des morceaux de bravoure dans le cinéma indien, et je vais essayer de vous mettre un lien vers une des chorégraphies que je préfère dans le cinéma indien, histoire de vous montrer que bah oui, il y a quand même quelque chose qui peut mondialement se diffuser. Donc Bollywood produit plus de films que Hollywood. La production cinématographique indienne, elle est plus conséquente que la production cinématographique aux États-Unis d'Amérique. Mais, elle ne se diffuse pas à la même
échelle. C'est-à-dire que les films indiens traversent quand même moins facilement la frontière que les films états-uniens, qui sont maintenant des films mondiaux. Donc la ville, en tant que vitrine, elle attire des habitants de toute l'Inde, mais de toute l'Asie également, d'Afrique et d'Europe. Voilà, ça c'était Mumbai, vitrine de l'Inde. Deuxième point, Mumbai, une interface entre l'Inde et le monde. Mumbai, interface entre l'Inde et le monde. Deux documents pour nous plonger dedans, le document 3 de la page 303 et 9 de la page 305. Et donc en étudiant ces documents, qu'on peut coupler avec une diapositive, la diapositive numéro 1, eh bien on se rend compte que Mumbai c'est un hub. Je ne reviens pas sur l'expression, on l'a déjà largement utilisé sur le chapitre sur la mondialisation. Les cartes de l'espace aérien ici de Mumbai montrent que les vols internationaux à destination de l'Inde qui vont vers Mumbai partent du monde entier, de tous les continents. Et puis ensuite, à partir de Mumbai, on a des vols régionaux à l'échelle de l'Inde qui vont diffuser ces passagers, les redistribuer à l'échelle nationale. Donc Mumbai, c'est un hub entre l'Inde et le monde. Et à l'échelle nationale, on retrouve le deuxième aéroport. Ensuite, Mumbai, il ne faut pas l'oublier, et la diapositive numéro 2 l'illustre, Mumbai, c'est aussi un hub ferroviaire. Un hub ferroviaire majeur. Et puis, n'oublions pas, Mumbai, c'est aussi une ville portuaire. Il y a un grand port, le premier port de l'Inde, qui assure à lui seul 65% du trafic maritime indien. Mumbai, c'est accessible rapidement, entre guillemets, par bateau, par l'intermédiaire du canal de Suez. On peut très rapidement connecter Mumbai à l'Europe. Et petit à petit, Mumbai devient un port incontournable de l'Asie. Et interface entre l'Inde et le monde, eh bien, Mumbai attire aussi de plus en plus d'investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a des flux économiques qui sont également majeurs. Donc Mumbai est bien une interface entre l'Inde et le monde. Là, on a mobilisé suffisamment d'arguments qui permettent de justifier cette idée. Troisième point, une ville mondiale en cours d'affirmation. Mumbai, une ville mondiale en cours d'intégration. Pour développer ce propos, je vous invite à étudier le document 5 de la page 303. Mumbai, c'est une ville mondiale. Une ville mondiale de deuxième rang, quand même. Elle progresse petit à petit dans la hiérarchie des métropoles, mais l'une des difficultés quand on parle de Mumbai, c'est son PIB. En fait, son PIB, il est en grande partie sous-estimé. Et il est grandement sous-estimé en lien avec l'économie informelle. C'est-à-dire qu'en fait, le PIB, analytiquement parlant, il est inférieur à celui de Shanghai. Et la métropole, elle manque d'une compétitivité internationale. En réalité, si on prenait en compte la production informelle, on serait bien au-dessus. On y reviendra quand on parlera de Dharavi dans la troisième partie. Alors, il y a un programme qui a été mis en place, le programme Vision Mumbai. Donc, Vision Mumbai, si on voulait le mettre entre guillemets et l'écrire dans nos cahiers, c'est ce que je vous incite évidemment à faire, qui est un programme d'un corridor industriel qui doit relier Mumbai à Delhi par l'intermédiaire d'aménagements qui sont censés pallier aux faiblesses, au manque de compétitivité, d'infrastructures de Mumbai. Donc il y a l'idée ici de moderniser et de créer un corridor industriel en reliant Mumbai à Delhi
pour rendre cet espace encore plus compétitif. En outre, la production industrielle, elle est encore très largement inféodée à la sous-traitance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien une production industrielle à Mumbai, on l'a dit, mais c'est en grande partie de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on fait des éléments pour d'autres entreprises. On n'est pas directement le fabricant du produit numéro 1. On est dans la sous-traitance. On a des commandes et on remplit les commandes pour des entreprises tierces qui sont au-dessus. En grande partie. Pas totalement. On va y revenir. Parce que le secteur de la recherche et du développement, il n'est pas encore assez puissant. Il existe. Hein. On a notamment l'Institut Tata, TATA, hein, c'est le nom d'une entreprise au début familiale. On a aussi un centre de recherche atomique qui gagne lui aussi en importance. Ce qui fait que Mumbai, ça draine de plus en plus de cerveaux. Même si le centre de la haute technologie en Inde, il n'est pas réellement à Mumbai, il est plutôt à Bangalore. Bangalore, c'est Bangalore, qui est le premier pôle d'informatique en Inde. Et je vous rappelle que l'Inde, c'est le pays qui fabrique le plus de logiciels au monde. Donc on est ici sur de l'industrie de haute technologie. Et bon, Mumbai, c'est plus dans la production industrielle liée à l'entreprise Tata, on va y revenir. Tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication, là, c'est à Bangalore que ça se passe. Avec la diapositive numéro 3, vous avez une illustration de ce projet de corridor et les projets de transport qui sont planifiés le long de cet espace pour essayer de rendre la mégalopole plus accessible. Quand je parle de projet de développement, je vous invite à regarder la diapositive numéro 4. Cette diapositive numéro 4, c'est un moteur à air comprimé. L'entreprise Tata, c'est l'entreprise indienne, le constructeur automobile Tata, mais qui ne fait pas que de l'automobile, hein, il fait des camions. Pour ceux qui ont déjà été en Afrique, peut-être, et qui ont déjà pris le taxi brousse en Afrique, il y a... Alors ça dépend les pays, mais il y a principalement sur les pays de la côte est africaine de très nombreux camions Tata. En fait, c'est des camions indiens qui servent de taxi brousse, de bus indiens, hein, qui sont très costauds, très robustes, et qui vieillissent bien, ils sont adaptés au vieillissement. Donc l'entreprise Tata, j'y reviens, elle a inventé un moteur à air comprimé. Comment ça se passe ? C'est simple, hein, on comprime de l'air à l'intérieur d'un moteur, et puis cet air, une fois qu'il se décomprime, eh bien, il fait avancer le véhicule. Bon, par contre, il faut de l'énergie électrique, évidemment, pour comprimer l'air dans des bouteilles, dans des pods, ils appellent ça les AirPods, et pour faire avancer ensuite le véhicule. Alors, je vous mets une petite vidéo, enfin, il y a des liens en vidéo qui reviennent sur ces véhicules et leur fonctionnement. Donc on est sur de la technologie ici, et une technologie verte, entre guillemets. Entre guillemets, parce qu'il faut de l'énergie pour mettre cet air de façon comprimée. Mais cette voiture, elle n'émet aucun gaz à effet de serre au moment où elle se déplace. Et le problème de la pollution dans les villes indiennes, comme dans les villes de l'Europe, il est majeur. On y reviendra notamment pour la pollution sonore. Voilà, donc c'était une petite illustration d'une ville mondiale en cours d'affirmation. On passe à la deuxième partie, petit 2, une métropole en recomposition. Métropole en recomposition. Premier point, une métropole attractive qui s'étale. La croissance économique, elle dynamise et elle alimente d'importants courants migratoires. En fait, il y a un flux intarissable qui nourrit une urbanisation spectaculaire à Mumbai. Ce qui fait que la ville, elle s'étale. Hein, on a dit sur plus de 60 km maintenant. Et on estime que la superficie de la région métropolitaine, qui contient déjà, on l'a dit, plus de 20 millions d'habitants, elle devrait d'ici 2050 encore doubler. C'est-à-dire qu'on serait sur une métropole de plus de 120 km.
et qui compterait près de 40 millions d'habitants d'ici 2050. Donc on est vraiment ici sur quelque chose qui est très vaste, une métropole qui donc s'étale. Vous avez dans les diapositives qui suivent un schéma. Et ce schéma, il permet de compléter en fait et de rendre visuel géographiquement cet étalement. Je vous rappelle que dans une composition de géographie, il est toujours bienvenu d'insérer des croquis. Et là donc, on a un croquis qui s'appelle une métropole en recomposition qui est décomposée en 3 sous-parties A, B et C. Et en fait, chacun de ces schémas va se surimposer aux autres. Alors soit vous faites un seul schéma qui fait les 3 parties, mais le mieux c'est de faire ce schéma en le décomposant partie par partie de ce grand 2. Enfin du moins c'est comme ça que je l'ai conçu. Donc on a une ville qui s'étale, l'espace urbanisé et l'étalement urbain qu'on peut représenter pour ce premier point. Deuxième point, une recomposition des espaces urbains en lien avec l'insertion dans la mondialisation. Alors là, cette fois, on a des documents dans notre manuel qu'on peut mobiliser. On va s'intéresser au document 8 de la page 304, 9, page 305 et 1, page 302. Ces documents, ils nous permettent de mettre en valeur que les activités industrielles, elles se délocalisent vers le nord. Alors vers la TANE. T-H-A-N-E entre parenthèses. Et elles laissent ainsi la place aux activités tertiaires, aux centres commerciaux et à des gratte-ciels qui vont se développer notamment dans le quartier du Worli, W-O-R-L-I. Ce qui fait qu'on a finalement des pôles de rééquilibrage qui sont en gestation aussi pour faire face à la saturation du centre historique. En fait, on cherche à créer des nouveaux pôles pour diffuser un petit peu et déconcentrer le centre historique pour avoir d'autres centres périphériques qui se développent. Alors c'est le cas avec Bandra Kurla, B-A-N-D-R-A, plus loin K-U-R-L-A. Alors c'est le Bandra Kurla Complex. Attention, il n'y a pas de E à complexe en anglais. C'est le cas aussi pour Navi Mumbai, N-A-V-I, M-U-M-B-A-I. Donc on est ici sur des activités qu'on cherche à décentraliser au travers d'une politique finalement qui consacre le polycentrisme de la mégalopole et qui nécessite, pour bien fonctionner, de mettre en place des infrastructures de connexion, des infrastructures de transport, et c'est le cas notamment avec le pont maritime de Bandra Worli Sea Link. Alors Bandra, B-A-N-D-R-A, Worli, W-O-R-L-I, Sea, S-E-A, et Link, L-I-N-K. Donc le Bandra Worli Sea Link. Donc cette ville en recomposition, on peut mobiliser pour en parler. Là aussi un petit schéma. Alors, il y a d'autres documents qui nous intéressent finalement pour cette partie. S'ajoute aux diapositives qui suivent. Donc il y a un plan qui montre où est Navi Mumbai, où est la TANE. Ensuite vous avez où est le TANE avec une vue de ces quartiers, puis vous avez un extrait des échos du 11 mars 2015 qui parle du polycentrisme en tant que réponse à la forte densité urbaine dans vos diapositives, jusqu'à arriver sur la diapositive. Donc on a, pour faire simple, on a les diapositives 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui nous intéressent ici et qui viennent renforcer ce deuxième point. Et la métropole en recomposition, une ville en recomposition, c'est le deuxième schéma ici, avec les flèches bleues qui représentent les délocalisations des activités industrielles et les nouveaux quartiers des affaires, des villes nouvelles qui sont en émergence. Troisième point, une croissance s'accompagnant d'une forte fragmentation socio-spatiale. 3 documents dans notre livre. Les documents 11 et 12, page 306, ainsi que le document 14 de la page 307. Bon, des diapositives les accompagnent encore ici.
on a la diapositive numéro 12 qui représente... Alors, on a des quartiers des affaires et des quartiers résidentiels au sud et sur le littoral ouest qui vont abriter les catégories aisées, comme les très riches familles indiennes, notamment la famille Tata. Alors, il ne faut pas l'oublier, Mumbai c'est aussi la 6e ville au monde en nombre de milliardaires par exemple. Donc on a des familles très aisées qui vivent en Inde et qui vivent à Mumbai. Et vous avez ici une photographie d'un de ces quartiers riches qui vit un petit peu à l'écart du reste de la ville, avec au premier plan son école. Donc on a les logements, vous voyez qu'on a des espaces de loisirs, qu'il y a des espaces verts qui sont autour, on a des centres commerciaux, on vit un petit peu en autarcie par rapport au reste de la ville. En fait, se développent des community gates. En fait, les community gates, ce sont des quartiers fermés, hein, des quartiers portes, littéralement parlant, dans lesquels vous ne pouvez accéder que si vous avez de la famille ou des connaissances à l'intérieur. Les classes moyennes, elles pèsent aussi de plus en plus lourd dans la réalité sociale de la région urbaine. Et elles vont chercher à habiter dans les quartiers qui sont de plus en plus huppés, entre guillemets, ou dans des smart cities, comme le quartier de Palava. Et ces quartiers, ils doivent coexister avec les slums, avec les bidonvilles, qui sont en recomposition et qui, eux, sont historiquement plutôt à l'intérieur de la métropole. Et un schéma est bienvenu pour compléter encore une fois ici tout cela. C'est le schéma de la diapositive numéro 13, et cette fois on s'intéresse à une ville qui se fragmente. Donc le littoral aisé, qui est une large bande rouge à l'ouest, et puis le vaste quartier informel, sur lequel on va revenir bientôt, qui est à proximité du centre historique. Donc on est sur une métropole en recomposition. Passons à la dernière partie, des problèmes sociaux et environnementaux. Pour parler des problèmes sociaux et environnementaux, parlons d'abord de la persistance de la pauvreté. Persistance de la pauvreté. Document 13, page 306 pour illustrer tout ça. « 41% des habitants de Mumbai, ils vivent dans des slums, ils vivent dans des bidonvilles. Et les habitants, ils peinent à se loger dans l'une des villes qui est le plus chère au monde. C'est-à-dire que malgré tout, ça coûte cher de se loger à Mumbai. Et là, il faut prendre en compte, qui plus est, la géographie culturelle. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup de distance sociale en ce moment. Sauf que, en réalité, on parle de distance sociale pour quelque chose qui n'est pas de la distance sociale, mais de la distance physique. En fait, on nous appelle à la distanciation sociale. Mais c'est pas vraiment pertinent, la distanciation sociale, dans le contexte qu'on est en train de vivre. En réalité, c'est une distanciation physique qu'on demande aux gens. On demande aux gens de ne pas être à moins d'1,5 m les uns des autres. Quand il va falloir prendre le bus pour venir au lycée le matin, bientôt, je ne sais pas comment vous allez faire. En réalité, c'est une distance physique qu'on vous demande d'avoir. C'est-à-dire que vous pouvez être à 1,50 m de quelqu'un, mais socialement être très proche de lui. C'est-à-dire qu'en fait, la distance physique, c'est pas quelque chose qui est directement en lien avec la distance sociale. Alors qu'en Inde, la distanciation sociale, ça veut dire quelque chose. Concrètement, pour que vous puissiez noter dans vos cahiers. Les hors-castes, les outcasts, en Inde, c'est-à-dire qu'en Inde, on a une société qui divise socialement les gens en castes. Tout en haut de la hiérarchie, on a les brahmanes, qui sont les plus hauts placés, ceux qui se considèrent comme les plus purs. Puis ensuite, on a d'autres castes qui sont moins purs. Et puis on a les outcasts, les sans-castes. Alors eux, c'est le lit de la société, entre guillemets, aux yeux du système culturel indien. Ce sont les plus impurs. Et le problème, entre guillemets, c'est que on considère que leur impureté, elle peut se transmettre. Donc il faut éviter d'avoir des contacts avec ces outcasts. Ce
qui fait qu'on a une division spatiale aussi, en lien avec les castes à l'intérieur de l'espace urbain. C'est-à-dire qu'en fait, les brahmanes essayent d'habiter dans certains quartiers entre brahmanes pour pas croiser des gens impurs. Mais ils ont quand même besoin des gens impurs, notamment comme auxiliaires. Par exemple, quand vous mangez au restaurant. Quand vous mangez au restaurant, en Inde, il y a 2 types de serveurs. Alors en général, pour les reconnaître, dans les grands restaurants, c'est simple, il y a ceux qui sont en costume noir ou kaki, puis ceux qui sont en costume blanc. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vous apportent les plats, et ceux qui débarrassent les plats. C'est pas la même personne qui fait les deux. Et pourquoi ce n'est pas la même personne qui fait les deux ? Parce que la personne qui doit vous apporter votre plat, elle doit être de la caste la plus haute possible. Pourquoi ? Pour ne pas souiller spirituellement votre nourriture. Par contre, une fois que vous avez mangé, ça a été en contact avec votre corps. Donc, c'est pas un brahmane qui va accepter de vous débarrasser, entre guillemets, de vos impuretés et de ce que vous n'avez pas mangé. Surtout que vous êtes peut-être d'une caste inférieure à lui. Ce qui le conduirait du coup à être souillé. Donc, ce sont des gens, en général, d'outcast. Des gens sans caste qui viennent débarrasser vos plats. Donc, vous voyez, ce simple exemple du restaurant, il vous fait comprendre que les gens, ils peuvent pas habiter n'importe comment les uns par rapport aux autres, du moins pour une grande partie. Ce qui fait que les hors caste, les sans caste, eh bien on les retrouve beaucoup plus représentés dans les quartiers informels, dans les slums, dans les bidonvilles, dont celui de Dharavi. Dharavi, c'est D-H-R-A-V-I. Et Dharavi, donc là, ça on le note, Dharavi, c'est une ville dans la ville. Le secteur de l'économie informelle de Dharavi, c'est 700 millions de dollars de PIB. Pour vous donner un ordre d'idée, on n'est pas sur un petit truc, ça produit énormément de richesse, cette économie informelle, qui n'est pas inclus ici dans le PIB de la ville. Alors, il y a une petite vidéo que je vous invite à regarder, que j'ai mise dans les liens ici. C'est une vidéo qui est extraite d'une émission qui s'appelle Télématin et qui a parfois des reportages qui sont assez intéressants. Et là, on comprend bien le poids de l'économie informelle de Dharavi. Je vous invite aussi à un film qui n'est pas un film indien, mais qui est comme un film indien, puisqu'il se passe en Inde. C'est un film très connu. Who Wants to be a Millionaire. Faut le voir en VO parce qu'évidemment avec les acteurs qui parlent anglais avec l'accent indien, c'est tout de suite mieux. Le réalisateur, c'est celui qui avait fait 28 jours plus tard, un film de zombies. Alors il s'appelle pas Who Want to be a Millionaire, Slumdog Millionnaire. Voilà, c'est le titre du film, ça me revient. Donc, le début du film, il y a une scène de poursuite, et la scène de poursuite, elle est en partie censée se passer à Dharavi, et certains des plans ont bien été filmés à Dharavi. Danny Boyle, c'est le nom du réalisateur. Voilà, les choses me reviennent dans l'ordre. Donc je vous invite à regarder les premières minutes du film. Le film en entier, bien sûr, c'est une illustration de l'Inde, un peu vue de l'extérieur, certes, mais on voit aussi le développement de la ville avec les quartiers en construction, etc. L'État et des promoteurs immobiliers, ils cherchent à éradiquer justement ces slums par des programmes de réhabilitation. Pourquoi ? Parce qu'il y a si on pouvait construire des quartiers chics à cet endroit-là, sur l'ancien slum de Dharavi, il y a une manne financière qui se met. Donc il y a des programmes de réhabilitation qui existent. Mais ils font débat, ces programmes de réhabilitation. Ils se heurtent à des résistances locales, à des résistances fortes. Il y a un film, un documentaire qui a été réalisé justement sur Dharavi. Je vous mets le lien dans le cahier texte vers ce film documentaire qui est très intéressant. C'est un peu plus compliqué de se le procurer. Et puis vu que la médiathèque est fermée, ça va pas faciliter les choses. Je sais même pas si on a la médiathèque. Alors, évidemment, on peut toujours le commander, le payer en VOD, mais je vous imagine bien en train de dépenser de l'argent pour regarder un documentaire sur l'Inde. Alors, il y en a peut-être un dans la classe, ou deux, ça serait déjà une sacrée victoire. Mais évidemment, je me fais pas d'illusions.
Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, c'est très intéressant de le voir. Ces politiques, en fait, elles sont accusées de vouloir déplacer la pauvreté et de nier aussi la vie économique et sociale de ces quartiers informels qui comptent considérablement pour la ville de Mumbai. Il y a une partie très conséquente des ordures qui sont recyclées directement dans le centre-ville, à Mumbai. Que demander de mieux? Nous, tous nos centres de recyclage, ils sont allés en périphérie de nos villes, quand ils ne sont pas juste des centres qui collectent avant de tout renvoyer en Chine ou en Inde. Voilà. Bon, on continue pour finir le cours. Petit deuxième point, des problèmes d'infrastructure et de transport. Des problèmes d'infrastructure et de transport. Circuler à Mumbai, c'est se confronter à la lenteur. C'est-à-dire que les axes de transport, ils sont congestionnés. Ils sont congestionnés parce qu'il y a près de 11 millions de déplacements quotidiens. Donc il y a certes des grandes infrastructures de transport, on a des ponts, on a des métros, on a des trains urbains qui doivent renforcer la circulation, mais leur efficacité, elle est débattue en raison du coût et du renforcement progressif du cœur de Mumbai. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous faites des axes de transport pour arriver plus facilement dans le centre, ça aide à congestionner davantage le centre. Il faut ajouter, alors évidemment tout ça génère de la pollution, on va y revenir, et puis ça génère du bruit. C'est-à-dire que Mumbai, c'est peut-être et sans doute la ville la plus bruyante au monde. Je vous mets un lien vidéo sur le bruit à Mumbai. Il y a les 3 dernières diapositives, elles viennent illustrer ces difficultés de circulation. Vous les retrouverez aussi sur la vidéo avec le bruit, mais à Mumbai, la nuit, c'est la spécialité du klaxon, entre guillemets, mais vous entendez des coups de klaxon toute la journée, c'est impressionnant. Et toute la nuit. Dernier point, des problèmes environnementaux et sanitaires. Un document nous intéresse, le document 9 de la page 305 ici. Les quartiers pauvres sont évidemment les plus exposés. D'abord par la pollution de l'air. Et ensuite, vous l'avez vu en seconde, par la question propre à la pollution de l'eau. Les inondations qui sont liées à la mousson, elles vont propager notamment les épidémies de choléra dans les slums, où les infrastructures d'hygiène sont faibles. Si vous vous rappelez le film Slumdog Millionnaire et la scène des toilettes, voilà une petite illustration de l'hygiène dans ces quartiers. Au nord de la ville, on a le parc Gandhi. Ce parc Gandhi, petit à petit, il est grignoté par l'habitat informel. Et c'est ce qui entraîne des conflits d'usage entre les défenseurs de l'environnement et de la biodiversité, notamment de la mangrove, ici présente. Alors mangrove, c'est M-A-N-G-R-O-V-E, et puis les riverains. Donc on a ici un équilibre qui est difficile à mettre en place. Il y a donc des problèmes environnementaux et sanitaires. Alors concluons. Pour une fois, je présente une conclusion. On se demandait en quoi Mumbai constitue-t-elle un miroir du dynamisme et des défis de l'Inde et de l'Asie. Mumbai, c'est une métropole en développement. C'est une ville-monde en devenir qui est tournée vers la modernité. Cependant, la mégalopole, elle conserve les caractéristiques d'une métropole qui est touchée par de lourdes inégalités. Il y a des défis qui attendent Mumbai et qui sont révélateurs des défis qui se poseront à l'Inde d'abord et à l'Asie aussi. Il faudra gérer l'émergence économique en parallèle du défi démographique et sans attenter de façon irréversible à l'environnement qui est le cadre de vie. Le cadre culturel indien et son système de caste y rend la tâche encore plus ardue à Mumbai d'un point de vue sociologique. Et c'était l'intérêt majeur. Et c'est là-dessus que j'aurais aimé que le programme insiste. Mais l'idée, c'était de partir d'un cas qui illustrerait la réalité de l'Asie. Mais il y a quand même une spécificité en Inde qui n'est pas la même
qu'au Japon ou qu'en Chine. On ne retrouve pas le système de caste en Inde et en Asie. Alors pour ceux qui voudront aller plus loin, je vous invite à revenir sur les travaux notamment d'Odette Louiset, une géographe rouennaise qu'on voulait faire venir dans l'établissement, mais là avec le coronavirus ça va être compliqué. Il y a aussi les travaux d'Alain Vaguet sur la géographie de la santé en Inde et la santé dans les bidonvilles. Alors Vaguet c'est V-A-G-E-G-U-E-T, donc elle fait des travaux sur la géographie de la santé en Inde. Et puis il y a aussi Virginie Chasles, C-H-A-S-L-E-S, qui elle a travaillé sur l'accès au système de santé, et notamment des femmes enceintes. Et en fait, il y avait deux types de gynécologues et de consultations des femmes, et les parcours sociologiques qu'elles font pour suivre leur grossesse ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir un médecin, on va, en fonction des types de problématiques qui se posent sur le sexe de l'enfant, le suivi de la grossesse, la médicalisation de la grossesse, on n'a pas les mêmes praticiens. Et en fait, on va dans des lieux géographiques différents, et sa thèse était très intéressante et enrichissante à ce point. Voilà. Le cours, donc là vous avez le cours de lundi et mardi. Ce cours, il s'accompagne d'un schéma. Alors oui, vous allez me dire, mais monsieur, on a déjà fait un schéma. Il ne s'accompagne pas d'un schéma, il s'accompagne d'un croquis, un croquis sur Mumbai. Et ce croquis sur Mumbai, eh bien, c'est le travail que je vous donne à faire pour jeudi. Voilà, donc vous avez ici le programme de la semaine de la reprise. Pour vous, c'est donc un programme sur Mumbai. La suite, en théorie, c'est le 18, mais comment je vais faire cours en même temps avec vous et en même temps avec ceux qui seront présents, bah, je ne sais pas trop. Voilà, il nous reste 2 cours à faire sur l'Inde, enfin pas sur l'Inde, pardon, sur l'Asie. Et puis ensuite, on attaque le dernier chapitre d'histoire et nous aurons terminé le programme. Voilà, nous sommes dans les délais. Le problème, c'est qu'évidemment, là, on ne peut pas trop s'entraîner. Alors, on va pouvoir mettre à profit les dernières semaines qui restent pour s'entraîner. Alors, évidemment, le problème, c'est si on reprend les cours, bah, je ne peux pas être à moins d'1 mètre de vous. Donc, si je ne peux pas être à moins d'1 mètre de vous, si je m'assieds derrière la table, que vous êtes pour 3 tables, et puis que je vous demande de faire un exercice, mais que je ne peux pas passer dans les rangs pour venir le corriger, je ne sais pas quelle plus-value je vous donne. Alors je sais pas, on va voir comment ça se passe. Et comme je vous l'ai dit, moi j'enregistre cours en avance pendant les vacances, donc j'en sais pas plus, on verra tout cela plus tard. Quoi qu'il arrive, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous pouvez travailler comme vous voulez, et je suis toujours disponible pour répondre à vos questions au téléphone le mardi matin de 10h à 13h et le jeudi de 10h à 13h. Vous demandez mon numéro de téléphone à l'accueil, je leur ai donné, ils vous le transmettront et je pourrai répondre à vos questions. Donc ma permanence c'est le mardi de 10h à 13h et le jeudi de 10h à 13h. Donc beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à noter aussi, comme d'habitude, des documents à étudier. Bonne immersion en Inde, un pays fascinant à découvrir et auquel je vous invite à aller quand cette crise du coronavirus sera loin derrière nous, et j'espère que ça arrivera le plus tôt possible. Au revoir.